Devinez qui est de retour après un mois sans aucune vidéo. Sincèrement, ceux qui m'ont suivi sur Instagram le savent, mais j'ai pris une pause d'un mois pendant le mois du Ramadan. Et ça m'a fait du bien. J'ai pu me reposer, prendre du recul et travailler sur la qualité de mes vidéos. J'ai maintenant un nouvel ordinateur et j'espère que vous verrez le changement de qualité entre mes prochaines vidéos et celle-ci. Mais bref, on s'en fout. Ce vendredi 27 mars a été une journée chargée pour le rap. Cette vidéo n'était pas prévue parce que je me voyais évidemment pas faire 8 vidéos en un week-end. Mais vu à quel point il y a des choses à dire sur tous ces projets, je me devais d'en faire un résumé. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un like sur cette vidéo et aussi de venir me suivre sur mes réseaux sociaux. Ça m'aide énormément pour le référencement et toutes les infos sur mes prochaines vidéos sont là-bas. Maintenant que mon autopub est terminé, je peux enfin faire mon retour avec le 5e épisode de Ça donne quoi. Qui a flop sa sortie d'album? Qui a sorti une masterclass? Est-ce que je vais me remettre à insulter les rappeurs pour leur album de merde? En gros, les sorties du 27 mars, ça donne quoi? Bon, on va y aller crescendo et je vais commencer avec le projet que j'attendais franchement le moins. Central Cee avec son album All Rolls Lead Home. Central Cee, c'est pour beaucoup un rappeur très moyen que vous écoutez très peu, voire pas du tout. Mais moi, c'est franchement un rappeur que je surkiffe. Mon pseudo vient littéralement de son surnom. Donc essayez d'imaginer un instant à quel point je kiffais ce mec pendant un moment. Son deuxième projet, 23, sera accompagné d'un très bon retour du public, même si moi, j'ai pas du tout été fan du projet. Pendant un an après ça, il sera très présent en featuring et se placera en tant que rappeur UK le plus populaire du monde. En 2025, il arrive à l'apogée de sa carrière avec son projet Can't Rush Greatness. C'est une énorme réussite qui est l'un des meilleurs projets de 2025 qui a sans aucun débat placé Central Cee en tant que tête d'affiche de la drill mélodique et du rap internationalement. Et il est revenu avec un EP de 7 titres. Et bah franchement, le projet est pas mal. Je dois dire la vérité, je passais très vite sur ce projet. Il est bien, mais sans plus. J'avais franchement aucune attente particulière sur ce projet. Tout ce que j'ai à dire, c'est que vous devriez tous aller l'écouter si c'est pas fait. Central Cee, je trouve franchement que c'est un rappeur souvent détesté pour aucune raison. J'ai jamais vraiment compris la raison de cette hate sur le rappeur, mais beaucoup pointent du doigt le fait qu'il n'ait aucune DA claire. Et je trouve personnellement que c'est une raison éclatée. Les gens commencent un peu trop à aimer la branlette intellectuelle. En 2026, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'un rappeur ait une DA ou pas? Et ça a franchement jamais été important. Regardez juste DS2 de Future. C'est un album qui a aucune DA, mais c'est un classique. Avoir une bonne DA ne veut pas dire un bon album. Surtout que Central Cee est franchement petit à petit en train de créer une DA autour de sa musique. Et j'espère qu'il va continuer sur cette lancée et que le public va petit à petit arrêter de le snober et vont commencer à juger sa musique de manière purement objective. Le meilleur morceau du projet, c'est Iceman Freestyle, que je trouve excellent. My bro said they wanna get paid, okay, let's see what's possible. Pop the pill and I feel alright, I believe I can fly, I feel unstoppable. Mais mention honorable à Slaughtered avec G-Us et DC-10, que je trouve très réussi. Et pour la note, All Roads Lead Home, c'est un 6,5 sur 10. Bon, là on va parler du cas d'un des plus gros gâchis de l'histoire du rap. Chief Keef avait le potentiel de devenir l'un des plus grands de sa génération. Et il a pour le coup l'une des influences les plus prolifiques des années 2010. Prenez n'importe quel artiste arrivé après 2015, ils se sont probablement tous déjà bousillés du Chief Keef pendant un moment. Il a même influencé des artistes plus vieux que lui, et ça partout dans le monde. Mais bref, vous connaissez tous l'histoire. En 2012, Chief Keef sort I Don't Like et met la drill ainsi que toute la ville de Chicago sur la carte. Sauf que comparé à n'importe quel artiste qui dirait que c'est le meilleur moyen de sortir de la rue et de tout exploser, Sosa va faire tout l'inverse. Il va absolument pas prendre sa carrière au sérieux et va peu à peu sortir du paysage musical populaire. Mais j'ai personnellement continué à écouter ses projets et suivre sa carrière de près. Et pour le coup, bien qu'il ait gâché sa carrière, ses projets restaient qualitatifs. Surtout en 2024 où il a sorti Almighty Soul 2 et Dirty Nachos en collaboration avec le producteur Mike Will. Deux projets que j'ai trouvé très bons mais qui sont très sous-cotés. Et en 2026, il est revenu avec son album Skeletor. Et bah franchement, je suis ultra déçu du projet. À la sortie d'Almighty Soul 2, je pensais franchement que Sosa était capable de faire un retour sur la scène principale. En plus de ça, sa hype était au plus haut niveau. Il avait performé en tant que headliner à Chicago, la ville où il était banni lors du festival Summer Smash 2024. C'était une occasion en or pour lui de reconnecter avec le public, mais il a juste fait la même erreur qu'il a commis il y a 10 ans. Et qui lui avait aussi coûté sa place de tête d'affiche du rap mondial. Dans Almighty Soul 2, il avait vraiment retrouvé cette énergie, cette attitude qui avait fait la différence avec ses projets précédents. Mais il a fait un pas en arrière avec Skeletor. On y retrouve un Chief Keef totalement endormi qui nous sort un album ultra rondement de presque 1 heure.
L'album est franchement très moyen, voire mauvais. Mis à part Djerbo qui est un rappeur que j'aime beaucoup, personne n'arrive à ramener son énergie et son délire dans l'album pour le rendre intéressant. Même si ces deux rappeurs influencés par Sosa, Yann et Rich the Kid, ces deux rappeurs que j'apprécie pas. Alors c'est pas eux qui allaient sauver le projet. Le meilleur morceau du projet, c'est Harry Potter, qui est très cool. Now I was 16, bitch, I bought hella choppers. Take the chop out, wave it like a helicopter. 2 blocks from my hood, bitches hella oppas. Et mention honorable à The Real Chief Keef et Slide avec Djerbo. Et pour la note, je lui donne la note de 3 sur 10. C'est fou de se dire que Chief Keef, l'un des rappeurs les plus influents de ces générations actuelles, est sorti un album et que tout le monde soit passé à côté. Beaucoup de gens à qui j'ai parlé ne savaient même pas qu'il sortait un album et une grande partie du projet n'a même pas atteint 100 000 streams. En gros, malgré son talent indéniable et son influence incroyable, Chief Keef a simplement commis les mêmes erreurs qu'il y a 10 ans. Bon, cette fois, je vais passer très vite. Chase est l'un des rappeurs de cette génération que j'écoute énormément. Je trouve qu'il a de très belles prods et qu'il a un talent d'interprétation que je trouve super. J'ai commencé à l'écouter très récemment grâce à la sortie de son album Reskin Bass, qui est une très belle surprise. Le Deluxe m'a conformé dans cette idée de me dire que Che a un potentiel de devenir une tête d'affiche. Et il a sorti un petit EP de 5 titres exclusivement sur SoundCloud, nommé Fully Loaded, que j'ai trouvé très intéressant. Dedans, il continue de faire évoluer sa musique avec une toute nouvelle voix, très inspirée de celle de Playboi Carti sur son morceau Alive, mais qui reste franchement très audacieuse et qui colle parfaitement à son envie d'évolution et à ce qu'il faisait déjà plus tôt. Le morceau que j'aime le plus, c'est $1 Million Mansion. Qui a un délire spé qui va pas vraiment plaire à tout le monde mais que je trouve super cool. Mais mention honorable à Tattoos et Promoting Violence et je lui donnerai la note de 6,5 sur 10. Fully Loaded, c'est un projet simple mais qui donne simplement la couleur pour la suite de la carrière de Che. Jeune Morty, c'est un rappeur français qui s'est démarqué en 2025 grâce à un style singulier. S'il devait avoir un rappeur qui représente le mieux la phrase 2026 est le nouveau 2016, et bah ce serait Jeune Morty. Il a évidemment pas créé ce style et cette esthétique, mais c'est l'un des seuls rappeurs en France qui arrive à la rendre cool et la mettre au goût du jour. Au début, j'ai accroché franchement pas à sa musique. En 2025, j'ai bien kiffé son projet éponyme que j'ai trouvé très bon. 77 Problem par exemple, c'est l'un des morceaux que j'ai le plus écouté en 2025. Mais j'étais toujours réticent à l'idée de placer Jeune Morty en tant que rookie de 2025. Surtout vu la quantité folle d'artistes talentueux qui ont pété en 2025. Mais j'ai été ultra hype par la sortie du morceau Katy Perry, produit par le producteur américain OK. La prod, l'attitude, l'interprétation, j'ai franchement surkiffé le son. Je me suis dit que c'était le moment pour lui d'enfin montrer à quel point il met une vitesse à une grosse partie des rappeurs qui ont pété en même temps que lui. Mais j'ai honnêtement pas aimé le projet. Il est pas mauvais, et j'ai peut-être eu un peu trop d'attentes pour ce projet, et je l'ai trouvé super ennuyant. J'ai franchement pas retenu énormément de sons, et ça me prouve que l'album ne m'a pas marqué. Le meilleur son du projet, c'est et ça restera Katy Perry, que je trouve tout simplement excellent. Pour faire les enjeux, j'ai très hard aujourd'hui. J'ai très mal, j'ai très hard aujourd'hui. Petit négro avec la Gucci bag. J'ai fait des pompes pour mes locks me gênent. C'est quand ils vont me lâcher là. Je vais toujours porter mon froc très bas. Mes mentions honorables à tous en fait et Kesha. Et pour la note, je dirais 5 sur 10. L'album ne mérite peut-être pas une note aussi basse d'un point de vue objectif, mais pour moi, si. Et cet album, il m'a fait me rendre compte de quelque chose. C'est vrai que, mis à part certains moments où je le trouve monstrueux, je suis rarement emballé et client de la musique de Jeune Morty. Plus simplement, Jeune Morty est talentueux. Il a trouvé son son et son univers. C'est pas mauvais, mais c'est juste pas pour moi. Passons maintenant à Yeat et son album ADL. Ma relation avec Yeat, c'est quelque chose de très spécial. C'est un artiste que je défends corps et âme depuis 2021. J'oublierai jamais ce que j'ai ressenti en lançant Up To Me pour la première fois. C'est selon moi le rappeur le plus talentueux de sa génération et de très loin. Là où Ken Carson et Sofego sont tous les deux en train de stagner malgré un immense talent, Yeat est l'un des seuls rappeurs à avoir évolué depuis 2021. Il fait évoluer sa musique sans pour autant avoir cette image de copieur de Carti qui lui colle à la peau. Il a par exemple ajouté les personnages joués par lui dans ses sons, notamment sur l'album Afterlife où il introduira le personnage de Cranky Cranky. Il va aussi faire évoluer sa DA et atteindre l'apogée de tout ça en 2024 avec son album 2093. Une grosse réussite qui le fera directement atteindre la place de rappeur mainstream. Sauf que là où certains auraient pu avoir peur de ça, ça n'a pas été son cas. Il a envoyé comme un enfoiré. Il a direct enchaîné avec Lifestyle,
qui est une pure masterclass et qui garde cette DA incroyable. Et a ensuite montré une toute nouvelle facette de lui après la sortie des morceaux de Bell et I'm Yeat. On y retrouve un Yeat toujours aussi bon mais moins bien mystérieux et qui s'assume bien plus. Il a réussi à sortir de cette image d'un rappeur masqué qui se force à être mystérieux. Et il commence à teaser un tout nouvel album, IDL, un projet qu'il a lui-même estimé comme son meilleur, allant même jusqu'à cracher sur ses projets de 2021 en disant que c'était mauvais. Alors pour le coup, le rollout était cool, mais dire ça te met directement un poids qu'il faut assumer sur les épaules. Et en toute honnêteté, est-ce que Yeat a tenu ses promesses et a assumé ses paroles? Pas du tout. L'album m'a saoulé dès la première écoute. La redondance du projet est tellement puissante que j'avais la flemme de le réécouter pour la vidéo. Yeat a trouvé un son qui marche et nous l'a juste refait 21 fois. Oh oui, j'ai oublié de le dire, mais cet album de merde fait 21 sons pour plus d'1 heure. La dernière fois que j'ai entendu une replay value aussi basse, c'était Eternal Take 2 de Lil Uzi Vert. Et bordel de merde, il faut que je parle des feats. J'aurais dû me douter de la qualité douteuse de ce projet dès l'annonce des featuring. Alors NBA Youngboy, c'est très bien. Don Toliver, pareil. Elton John, bon, faut respecter les légendes. Mais c'est qui le fumier qui a validé de mettre Kylie Jenner sur l'album? Alors, vous m'excuserez, mais faut être sacrément chelou pour mettre Kylie Jenner dans son projet. Surtout quand c'est l'album qui est censé être le meilleur que t'aies jamais sorti. Certains vont probablement essayer de le défendre en disant qu'il essaie de trouver un nouveau son. Sauf que non. Entre guillemets, nouveau son qu'il essaie de créer, c'est juste un son du projet qu'il a fait copier à Gemini 20 fois avec le niveau d'un élève de 5ème pour que ce soit pas trop cramé. Yeat s'est foutu de notre gueule en nous servant une bouillie de sons que Lil Uzi Vert aurait pu sortir d'un vieux disque dur abandonné dans la cave d'un studio miteux de Philadelphie laissé à l'abandon depuis 2019. J'ai détesté le projet. Peut-être que nous dire que c'est son meilleur album lui a tiré une balle dans le pied, mais je suis désolé. Avant de sortir ce genre de propos, il faut un minimum être sûr de ce qu'on dit. Yeat, il a eu une année 2025 phénoménale. Il a enchaîné les réussites sur réussites, mais ça lui a peut-être trop mis la pression pour IDL. Il a essayé de trouver un nouveau public en essayant d'amener un rap moins brutal que celui qu'il a fait connaître, et de plus en plus poussé à la chantonnette. Ah, parce que je vous l'ai pas dit! L'album avait été teasé comme étant un double album mêlant A Dangerous Love et A Dangerous Life. Et bah putain, vous voyez ce que ça fait l'amour? Heureusement qu'il s'est finalement rétracté en sortant finalement qu'un seul disque et en mélangeant les sons. Sinon j'en aurais fait des putains de cauchemars. Et je pourrais parler de plein d'autres points. Les voix complètement dégueulasses qu'il prend sur certains sons, ou encore de la cover dégueulasse. Genre, c'est quoi ça? Mais il y a encore des artistes dans la liste, donc je vais me calmer et conclure au plus vite. Le meilleur son du projet, c'est No More Ghost avec Kid Cudi. I see everything you never did. I know the truth, baby, it's evident. Walking in hell and I'm tired of bleeding. The darkest past, sit in my thoughts trying to find a meaning. Mais mention honorable à Live Like This et Face the Flame avec NBA Youngboy. Et le projet, je lui donne un 5 sur 10. Bon, je rigole depuis tout à l'heure, mais si je suis autant cru dans mes propos avec Yeat, c'est parce que je sais très bien de quoi il est capable. ADL, c'est un album qui aurait pu permettre à Yeat d'encore plus se développer. Sauf qu'il a préféré le faire en essayant de trouver un nouveau public, alors qu'il aurait parfaitement pu le faire en sortant la musique qualitative qu'il sort d'habitude. Le rookie de l'année 2025 est venu nous choquer avec son album Numéro d'écrou. Faut savoir un truc, c'est que moi, la rafleuse, je le connais depuis un long moment. Je l'ai découvert à la sortie du tout premier épisode de la série des Serrures et bien qu'il soit bon, j'aurais jamais imaginé qu'il puisse atteindre un tel niveau aujourd'hui. 2025, c'était clairement son année. Il a enchaîné les collaborations plus que réussies. Je pense particulièrement avec KAT avec Gazo, Sirius 667 avec Frisk Orleans, mais surtout Connexion Macabre avec Leto. Il nous a teasé ce projet grâce à un très bon passage chez Colors avec le morceau Argent Sale. Il contraste de son kickage habituel avec un son introspectif que j'avais pas aimé à la première écoute, mais que j'ai fini par apprécier au fil des écoutes. Mais qu'est-ce qu'il donne ce projet finalement? Je vais pas passer par 4 chemins, je sais pas qu'il est énervé, mais on ne te remerciera jamais assez. Y a rien de faux à dire sur ce projet. C'est juste un mec qui fusille des prods pendant 33 minutes de pur plaisir. Dans ce projet, y a pas de mauvais goût. Pas de tentative foireuse, juste un homme, une prod et un micro. Il enchaîne les sons énervés et putain, en termes de rap, c'est peut-être ce qu'il se fait de mieux en France chez la nouvelle génération. Niveau feat, il a fait très simple mais fort, avec Gazo qui a lâché une performance moyenne, Kobalade qui est actuellement emprisonné mais qui est venu donner de la force sur le morceau Promenade, Frisk Orleans sur Sirius 667 et surtout le meilleur rappeur francophone actuel, a.k.a. Hamza, qui est venu nous lâcher une performance de fou sur le morceau Crypto.
C'est un très bon projet qui possède ses morceaux énervés et ses morceaux introspectifs. Le meilleur morceau du projet, c'est Crypto avec Hamza. La connexion est tellement méchante que je vois un projet commun entre les deux. Pas envie des intestins, pas de festin, viens pour un pas de festin, viens pour un festin. Pas de festin, je suis venu pour ma paye. Trap house jump comme NBA. J'ai le bras tellement lourd, je peux toucher mes orteils. J'allume la zaza dès le réveil. C'est une collab que j'aurais jamais imaginée, mais qui m'a agréablement surprise. Mais mention honorable à 312-391 et Coach, que je trouve très réussi. Et je lui donnerai sans souci la belle note de 7 sur 10. Si vous cherchez un projet avec une écriture profonde et des punchlines qui te feront remettre en question tes choix de vie, c'est clairement pas le bon choix. Mais si vous cherchez du rap et du rap, vous allez passer votre meilleur moment en écoutant Numéro d'écrou. Et pour finir en beauté, Kanye West et son album Bully. Ai-je vraiment besoin de présenter Kanye West? Le créateur le plus influent du XXIe siècle et l'un des meilleurs rappeurs de tous les temps, mais qui se trouve pourtant depuis quelques années dans une situation plus que délicate. Entre déclarations ultra choquantes sur la communauté juive et des morceaux au contenu ultra choquant comme le morceau Cousin, ça fait un certain moment que Kanye est au milieu d'innombrables polémiques. Mais je vais faire abstraction de la polémique pour me focaliser uniquement sur sa musicalité. Le rollout de Bully est probablement l'un des plus chaotiques de ces dernières années. Moi qui pensais avoir atteint le summum de ma patience avec de l'attente de musique, j'ai été servi. L'album Bully a été repoussé pas moins de 8 fois depuis juin 2025, mettant les nerfs des fans à rude épreuve. Et même le jour J de la sortie, ça a été un bordel mémorable. Il a live-stream l'album sur YouTube avec quelques heures de retard, tout ça pour ne rien sortir sur les plateformes de streaming avant le lendemain. Et finalement, contre toute attente, le miracle a eu lieu. Même si j'étais très réticent au départ, freiné par de nombreuses accusations d'usage d'IA ou la peur d'avoir un énième son ultra choquant comme ceux qu'il a récemment sortis, il m'a fait fermer ma gueule. Je pourrais résumer cet album en disant quelque chose de très simple. Kanye a repris le dessus sur Ye. Il faut être honnête, depuis 2020, et mis à part Vultures 1, les sorties musicales de Kanye étaient tout simplement catastrophiques. Mais sur Bully, on revoit enfin les braises de ce qui a fait le succès de l'un des plus grands de tous les temps. Cet album, c'est le mélange parfait entre Yeezus et The Life of Pablo. Bully ressemble à Yeezus dans ses sonorités et dans l'interprétation de certains morceaux. Je pense notamment à King, qui sert d'intro du projet et qui fait clairement penser à une prod qui aurait pu être placée sur Yeezus. Quant à l'influence de The Life of Pablo, elle se ressent dans le fond du projet. Je suis tout simplement allé lire Bully. C'est quelque chose que je fais rarement, mais vu la traversée du désert dans laquelle Ye est plongé depuis quelques mois, c'est normal de s'intéresser de près au sujet qu'il exploite dans le projet. Et là, l'écriture fait clairement penser à cette plume mi-introspective, mi-délivrante que l'on trouvait sur The Life of Pablo. Côté collaboration, Ye a également ramené des featuring kiffants qui rapportent une vraie texture au disque. Premièrement, il a invité le rappeur underground Nan Vicious qui est venu poser des adlibs. Il y a également le fils spirituel de Ye, Travis Scott, venu pour une collaboration plus que logique, étant donné que sans Kanye, on n'aurait jamais eu de Travis Scott. On a aussi le droit à Don Toliver qui a encore une fois lâché une belle perf et également à l'artiste latino Peso Pluma pour une touche beaucoup plus inattendue. Et bien sûr, tout n'est pas parfait. Il y a toujours quelques éléments qui me saoulent dans ce projet, comme certaines prods qui font mal aux oreilles ou certaines voix robotiques qu'il prend. Un effet que je déteste du plus profond de mon âme. Et surtout un Kanye qui rappe en espagnol, j'avais franchement pas besoin de ça. Mais mis à part ces quelques soucis, Bully est franchement réussi. J'avais baissé mes estimes pour ce projet, je pensais même pas qu'il allait finir par sortir un jour. Mais au final, j'ai été agréablement surpris par la proposition. Le meilleur morceau du projet, c'est Beauty and the Beast, que je trouve très très beau. It's been a long time coming. Fresh new ties, I'm still running. Mais mention honorable à Preacher Man et Down qui sont très très cool. Et Bully mérite très bien sa note de 8,5 sur 10. Bully, c'est un projet qui aurait pu enterrer la carrière de Ye, mais qui a une nouvelle fois réussi à se relever grâce à un album d'une bonne qualité. On ressent de plus en plus la présence de Kanye musicalement comme dans ses comportements récents. Il a renoué le contact avec sa fille North, il s'est réconcilié avec Playboi Carti et Travis Scott et s'est heureusement excusé pour tous ses propos qui ont pu être offensants. En gros, ça fait du bien de plus entendre Ye, mais de petit à petit entendre Kanye West. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai dû trouver une solution très vite pour faire cette vidéo étant donné que, bien que je voulais pas faire un ça donne quoi sur les 7 albums dont j'ai parlé dans cette vidéo,
je voulais quand même donner mon avis sur eux. J'espère que le format vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Je drop l'info pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, mais ma prochaine vidéo sort vendredi. Alors restez branchés. Et avant de partir, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux. Ça m'aide énormément et toutes les informations pour mes prochaines vidéos sont là-bas. Mais surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes.